Bonjour. Tout à l'heure, Edwy a commencé en citant Martin Luther King qui est évoqué dans le livre de Naomi, qui évoque le matérialisme, qui évoque le militarisme et qui évoque également le racisme. Mais il y a un pan entier des luttes et des dominations que nous devons continuer à abattre. Il y a un domaine dans lequel nous devons très fortement dire non, c'est la question des violences sexuelles. Et tout récemment, un mouvement, une force, a submergé les privilèges masculins et leurs expressions les plus horribles, que sont les violences sexuelles, autour d'un hashtag, autour de paroles qui se sont structurées, faites entendre, autour de « balance ton porc »,« MeToo ». Et pour illustrer ce combat, pour celles et ceux qui disent non et qui commencent en parallèle à dire oui, nous accueillons aujourd'hui Clara Gonzalez qui a initié avec courage un numéro anti-relou qui a été distribué en ligne pour que justement des femmes aient un symbole d'alternative, de résistance lorsqu'elles sont confrontées à des comportements d'harcèlement et de violence sexuelle. Et elle en a subi des conséquences assez fortes. Et aujourd'hui, elle illustre parfaitement ce combat, cette résistance et ces alternatives. Clara ? Merci. Bonjour. Bonjour, merci. Aujourd'hui, donc on m'a dit qu'on était à peu près 300 dans cette salle. 300, c'est le nombre de femmes qui ont été victimes de viol ou de tentatives de viol aujourd'hui en France. Ce chiffre, il donne un peu le vertige. Il donne, je pense, autant le vertige que les témoignages qu'on a vus passer avec le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc. Donc, pour vous donner une idée de l'envergure, c'est 1,5 million de tweets avec le hashtag MeToo et un peu plus de 300 000 avec le hashtag Balance ton porc. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne le vertige. Bon, après le vertige, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ce qu'on défend comme idée, c'est que les violences faites aux femmes, ce n'est pas une fatalité. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi avec vous, et vous aussi, c'est ce que vous défendez. Pour illustrer le fait que ces phénomènes-là ne sont pas des fatalités, que ces violences ne sont pas des fatalités, on a établi un lien entre trois sujets de société qui ne sont pas forcément évidents. Donc la sécurité routière, le tri des déchets et l'hygiène bucco-dentaire. A priori, on ne voit pas forcément le lien, il n'est pas évident, il existe. Le lien, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire de la Ve République, nos dirigeants, ils ont décidé d'en faire des sujets de société prioritaires. Et donc, à un moment donné, on a décidé de mettre le paquet, mettre les moyens, réunir autour de la table les acteurs qui pouvaient faire changer les choses sur ces sujets. Et avec de l'éducation, avec des moyens de communication et avec de l'argent public débloqué, faire avancer les chiffres sur cette question-là. Maintenant que le sujet des violences faites aux femmes il est devenu central dans la société, tous les médias en parlent. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu ça. On est à un moment historique. Donc l'affaire Weinstein qui a démarré aux États-Unis, elle est venue envahir comme ça la société française. Elle est venue envahir les dîners de famille, elle est venue envahir les verres entre amis, les pauses café au travail. Ce sujet, il est central sociétalement et socialement aujourd'hui. Maintenant, nous, l'enjeu pour nous, militants et militantes, ça va être de faire en sorte qu'il devienne central pour le gouvernement et pour les pouvoirs publics. Comment on fait perdurer cette centralité ? Ça va être l'une des parties de la question que je vais vous poser. Et comment on fait en sorte pour que le gouvernement ne laisse pas la vague s'échouer et prenne les mesures cohérentes ? Et peut-être aussi réfléchissent à la question de comment ce sujet des droits des femmes imprègne les politiques économiques et notamment les politiques de droit du travail qui sont mises en place en ce moment par le gouvernement de Macron et comment ces politiques-là peuvent influencer la question des violences faites aux femmes. Ma question à vous, Naomi, c'est quand on a Donald Trump en face de nous, et qu'on est des militantes et des militants des droits des femmes, on a un ennemi qui est facilement identifié. On a une cible qui déploie tous les jours, de manière de plus en plus claire, un programme politique contre les femmes qui va faire du mal aux femmes et qui en plus ne se cache pas lui-même d'être un misogyne et un sexiste. Quand on a Emmanuel Macron en face de nous,
un homme politique qui explique s'engager pour la lutte pour les droits des femmes, qui fait de la lutte pour les droits des femmes une cause prioritaire nationale et qui par ailleurs s'engage très fortement sur la question de la parité puisqu'il a fait augmenter le nombre de femmes élues au Parlement. Comment on fait, nous, militantes et militants? Je voulais savoir si vous aviez des idées en termes de stratégie politique, des inspirations qui pourraient venir des États-Unis pour construire une politique d'opposition et faire comprendre que la lutte pour les droits des femmes, maintenant, il va falloir la prendre au sérieux. Merci. Thank you for all of your work. Je voudrais vous remercier d'abord pour tout votre travail extrêmement important. C'est assez excitant ce moment où ça devient véritablement mondial, où ça arrive jusqu'ici. Il y a quelque chose de presque magique. Le barrage s'effondre d'un seul coup et on se demande pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé au moment de l'affaire DSK. Il y a d'autres moments ici en France. It's not like this is news, certainly not in France. And I think this whole movement, this moment. Je crois que tout ce mouvement, tout ce qui se passe en ce moment, en fait, ça nous rappelle qu'il n'y a pas que les politiques qui peuvent déclarer l'état d'urgence. C'est en quelque sorte ce à quoi on assiste, c'est un état d'urgence qui est déclaré par la base. But I think what we're seeing now is a state of emergency being declared from below, from the people. Et ça, c'est véritablement la première étape. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, j'ai envie de reprendre le langage du changement climatique. Quand on traite les causes du changement climatique, on distingue toujours les actions d'adaptation des actions de mitigation. Mitigation and adaptation. Qui sont en gros genre les actions qui vont s'attaquer véritablement aux causes du changement climatique, alors que tout ce qui est adaptation, c'est admettre qu'en fait le changement climatique a bien lieu et donc par exemple construire des digues pour empêcher la mer d'envahir les terres. Et bien face aux violences faites aux femmes, on a très souvent été dans l'adaptation, c'est-à-dire que c'était aux femmes d'adapter leur comportement face aux violences qui étaient commises contre elles. Et il y a eu un article, une tribune très bien récemment dans le Washington Post qui disait les hommes, c'est pas vous qui faites la météo. You are not the weather, right? So the stage we're at now, and I think we're actually at a very similar stage. Et donc l'étape aujourd'hui à laquelle on est, celle que vous décrivez en France, elle est assez similaire en fait au moment dans lequel on est aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est qu'on arrive à un moment où on peut plus uniquement traiter les violences faites aux femmes comme si c'était un problème justement de météo, de temps qu'il fait aujourd'hui. Si on veut vraiment parler de climat et traiter les causes fondamentales. And it's embarrassing that we are at such an early stage. En fait, on se rend compte à notre grande honte qu'on en est vraiment encore très loin, qu'on a encore assez peu d'exemples, qu'on a assez peu d'exemples de lois, etc. Mais cette urgence qui est déclarée aujourd'hui par la base, elle change la donne, y compris pour nos leaders, pour nos présidents, parce qu'aujourd'hui ne peut plus se déclarer féministe quelqu'un qui considère cette urgence justement comme étant un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter, contre lequel on doit uniquement s'adapter. Si c'est le discours que vous tenez aujourd'hui en tant que leader, vous ne pouvez plus vous dire féministe. If that is the type of leader they are, they most certainly do not get to call themselves a feminist. And so we need to change the benchmarks very, very quickly, and we all need to do it. What we are seeing in some ways is. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec quelqu'un, un leader comme Trump, justement, c'est que c'est quelqu'un qui a été accusé par énormément de femmes. Il a été accusé de harcèlement, il a été accusé aussi d'agression. Et le pire, c'est qu'il s'en vante. Il dit voilà, on peut faire ce qu'on veut. Elle se laisse faire. Il y a cette fameuse phrase où il disait vous pouvez les attraper par la chatte. Donc je l'appelle l'attrapeur en chef. Il ne se contente pas d'attraper d'ailleurs les femmes. I think there's a couple of ways that we can respond to this. One would be this kind of the Macron-Trudeau approach. Donc il y a plusieurs façons de répondre face à ça. Il y a la réponse à la Macron-Trudeau, justement, qui consiste à se déclarer féministe et à récupérer justement toute l'appréciation dont on va pouvoir bénéficier puisqu'on est meilleur que Trump. Et il y a une autre réponse qui est possible, et on doit exiger une réponse bien différente et qui est vraiment celle qui est en train de porter ce mouvement global des femmes et pour les droits des femmes, qui est que certes, on a ces leaders qui contrôlent des espaces de pouvoir qui sont
extrêmement important et qui représentent une menace extrêmement grave, mais il y a tout un tas d'autres espaces dans lesquels ils n'ont pas le contrôle, qui sont les espaces de nos cercles familiaux, amicaux, du travail, etc., dans lesquels on peut faire bouger les choses et faire changer la façon dont sont traitées les femmes. Et justement, parce que ce contrôle qu'ils exercent et cette menace est tellement importante, on doit faire encore plus, on doit faire encore mieux dans les espaces qu'eux ne contrôlent pas. Et je pense que c'est exactement l'exemple que vous donnez parce que ce que vous faites, et c'est véritablement un mouvement global. Et on doit faire ça dans tous les domaines, aussi sur le changement climatique, sur les droits des réfugiés, etc. La menace est tellement énorme qu'on doit se battre d'autant plus fort dans les espaces qui ne sont pas contrôlés. Merci beaucoup Clara González d'être venue ici. Je demande maintenant à Nicolas Héringer. Donc nous accueillons maintenant Nicolas Héringer, chargé de campagne à 350.org. C'est ce réseau militant né des campus américains il y a quelques années, autour de l'idée qu'il fallait tout faire pour empêcher que la concentration de particules de CO2 dans l'atmosphère dépasse 350 parties par million, d'où le nom 350. Malheureusement, aujourd'hui, ce niveau a été bien dépassé puisque nous sommes au-delà de 400 parties par million, mais 350 depuis a déployé de vastes campagnes, notamment pour le désinvestissement des énergies fossiles. Donc leur travail se concentre beaucoup sur les liens entre finance, monde de la finance, monde bancaire, monde assurantiel et leur responsabilité dans le dérèglement climatique. C'est donc un travail extrêmement précieux, à la fois d'expertise et de militantisme. Et Naomi Klein est membre du conseil d'administration de 350. Nicolas Héringer, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi, ma question concerne effectivement quelque part une autre urgence ou un autre état d'urgence déclaré par en bas. Le 12 décembre 2015, nous étions 15, 20 000, peut-être 30 000 personnes, vous en étiez l'une d'elles, à braver l'état d'urgence pour déclarer l'état d'urgence climatique en traçant notamment une gigantesque ligne rouge qui devait symboliser les limites à ne pas franchir pour maintenir les conditions d'un futur juste et durable. Cette ligne rouge ne cesse de continuer d'être franchie. Il y a quelques jours, 2 jours à peine, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié son rapport sur le gouffre béant entre l'ambition, donc maintenir le réchauffement climatique au plus près des 1,5 degrés, et la réalité, ce que font les États. Bref, un rapport sur l'accord de Paris ou l'ambition de l'accord de Paris à l'épreuve des faits. Et effectivement, le bilan n'est pas bon du tout. Évidemment, Donald Trump représente l'une des épreuves majeures auxquelles est confrontée cette ambition de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique. L'épreuve qu'il représente, c'est celle de la négation pure et simple du problème. Une négation d'ailleurs très cynique, puisque Rick Perry, qui est son ministre de l'énergie, qui est un peu l'homologue de Nicolas Hulot aux États-Unis, a dit hier ou avant-hier que les hydrocarbures, donc le charbon, le gaz et le pétrole, étaient des outils au service de la lutte contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes, parce que grâce aux hydrocarbures, les rues étaient plus éclairées la nuit. Donc il y a un cynisme absolument dingue venant du ministre d'un gouvernement qui est un porc qui a été balancé à plusieurs reprises, effectivement. Et par ailleurs, une coïncidence assez intéressante, c'est que donc, Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris à peu près au moment où Macron était élu à la présidence donc de la République française, quelques semaines après, 10 jours après, quelque chose comme ça. Et cette coïncidence est assez intéressante parce que aussitôt Macron a cherché un peu à se poser en antithèse de Trump, en champion du climat. Mais ce que nous dit le rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement, c'est que c'est absolument pas le cas. Et que, quelque part, Macron représente une autre épreuve, c'est celle de la banalisation, ou on dirait en anglais du business as usual. Et donc ma question, elle est, au fond, comment est-ce que, partir de Trump, qui est d'ailleurs aussi le projet du dernier ouvrage de Bruno Latour, partir de Trump et de la négation du problème du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective pour lutter, pas simplement aux États-Unis, mais pour lutter ici en France et ailleurs dans le monde. Donc partir de Trump et quelque part de cette intersectionnalité inversée qu'il représente. Ce n'est pas un hasard qu'il soit à la fois sexiste, misogyne, raciste, violent, extrêmement riche. C'est un ensemble très très cohérent. Et donc quel contre-ensemble très cohérent peut-on construire pour lutter contre lui ? Et qu'est-ce qu'un an de lutte contre Donald Trump aux États-Unis, à partir du prisme climatique, mais justement avec ce souci de s'ouvrir à d'autres causes, peut nous enseigner sur la manière de résister à l'épreuve que Macron représente, celle de la banalisation de l'action pour le climat.
Merci, Nico. Yeah, so this is one of the great dangers of Trump is that in comparison to Trump, everyone looks good. Je crois que c'est un des plus grands dangers avec Trump, justement, c'est qu'en comparaison avec lui, tout le monde a l'air très bien. Et donc, c'est facile de prendre la banalisation, comme vous le disiez, la continuation de l'état des choses pour un progrès, de prendre la capitulation pour un acte de courage. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Macron et certainement aussi, d'ailleurs, avec Trudeau. So we need to demand more in the same way that women are demanding more. Et encore une fois, comme le font les femmes, on doit exiger davantage et on doit investir les espaces que ces gens-là ne contrôlent pas, et y compris les gouvernements que ces gens-là ne contrôlent pas, ou en tout cas ne sont pas censés contrôler. Un des exemples qui avait été vraiment bien, c'était justement juste après l'élection de Trump, au moment où il a déclaré « j'ai été élu par les gens de Pittsburgh et pas de Paris », pour dire justement pourquoi il allait sortir de l'accord sur le changement climatique. Le maire de Pittsburgh a réagi et a dit en fait non. The people of Pittsburgh voted for Hillary Clinton, and then he pledged, under pressure from some fantastic climate justice activists in Pittsburgh. La population de Pittsburgh a voté davantage pour Hillary Clinton et il en a profité pour prendre des engagements pour la ville de Pittsburgh et il s'est engagé à faire passer la ville à 100% d'énergie renouvelable en 2035, ce qui est probablement l'engagement le plus ambitieux qui a été pris par un dirigeant américain, qui allait bien au-delà d'une simple continuation de la situation de l'état des choses qu'on fait passer pour un progrès. I don't know if you saw Justin Trudeau's. Je ne sais pas si vous avez vu le costume qu'a porté Justin Trudeau pour Halloween. Il était déguisé en Superman. Et en fait, en ce moment, il est très occupé à construire tout un tas de pipelines qui traversent des territoires autochtones sans le consentement des populations autochtones et qui vont amener certains justement des combustibles fossiles les plus dégueulasses qui existent actuellement jusqu'à l'océan Pacifique. Et c'est tout le problème, en fait, quand on a un véritable personnage de méchant de dessin animé, c'est qu'en face de lui, tout le monde peut avoir l'air d'un super-héros. So we'll have to create Et en our fait, own il va falloir qu'on crée nos propres super-héros. Merci beaucoup, Nicolas Héringer. Je précise que deux choses. Le 8 novembre, sortie nationale au cinéma du film Irin Sina, qui est un documentaire qui raconte la brève mais déjà forte histoire du mouvement pour la justice climatique en France. Donc sortie à Paris dans la salle 3 Luxembourg, mais c'est une sortie nationale. Et par ailleurs, j'annonce que le 12 décembre, il y a un sommet sur le climat organisé par Emmanuel Macron autour des thématiques de financement et que donc il y a une mobilisation qui s'organise dans le contexte de ce sommet avec 350 notamment et que vient de se créer le site pas1€ de plus.info où vous pourrez trouver toutes les infos sur cette mobilisation. En plus de se targuer d'être écologiste alors qu'il ne l'est pas, d'être féministe alors qu'il ne l'est pas, notre président se targue souvent d'être philosophe. Et il invoque Schumpeter pour la question où il se targue de défendre l'idée d'une destruction bienfaitrice. Mais derrière ça se cachent des pratiques que Naomi Klein a longuement étudiées, dissertées autour de la théorie du choc et la manière dont on a de démanteler un des secteurs publics entiers pour accélérer la déréglementation au profit de certains. Et c'est ce qui se passe depuis quelque temps. On vit une accélération incroyable dans la déconstruction et la déréglementation du code du travail, du droit du travail et du droit des travailleurs et des travailleuses. Et face à ça, les résistances sont difficiles, confuses, mais elles se font, notamment à travers Solidaire. Et nous avons Vervaine Angéli, qui aujourd'hui représente ce syndicat, et qui va démontrer comment est-ce qu'on peut à la fois opposer une résistance, construire des alternatives, et qui a quelques questions à Naomi Klein. Vervaine. Bonjour. Donc, on est en lutte en France depuis 2 ans, mais même un peu plus, contre des réformes du droit du travail, dont on sait par ailleurs, parce qu'elles ne se passent pas qu'en France, quels effets elles ont eu dans d'autres pays européens. Parmi ces effets, il y a une paupérisation extrêmement importante du salariat et des classes populaires. Il y a un accroissement des inégalités extrêmement fort. Et il y a le fait que, et ça regarde les syndicats, il y a de moins en moins de travailleurs et de travailleuses en Europe qui sont couverts par des conventions collectives. Donc on a l'ensemble de ces changements et avec Macron, on a une sorte d'accélération en fait
de ces changements-là, avec du coup des mobilisations, etc., mais avec aussi un certain nombre de difficultés pour gagner, parce qu'on a un mouvement syndical qui est divisé, qui connaît des difficultés. Alors, ma première question, parce que accompagnant, ça a été cité tout à l'heure, ces réformes du droit du travail depuis un certain temps, et là aussi accéléré avec Macron, puisqu'on a eu l'état d'urgence qui a été inscrit dans la loi. On a en même temps un arsenal répressif extrêmement important qui touche les militants, ça a été dit, mais qui touche aussi des catégories particulières de la population, les musulmans en particulier, qui ont été touchés et qui sont menacés par l'ensemble de ces mesures. Donc on a aussi une division sociale qui est extrêmement importante. Et ma première question, c'est est-ce que dans cette manière de transformer les choses, de diviser la société, il n'y a pas un monstre, alors qui n'est pas Trump, sans aucun doute, bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un monstre, et y compris des institutions un peu monstrueuses, qui bloquent la situation depuis très longtemps en Europe, bien, qui font qu'on a du mal à contrecarrer aussi cette situation. Et j'ai tout de suite une deuxième question. Vous avez dit il faut savoir sortir de nos boîtes. Je pense qu'une grande partie des difficultés du mouvement syndical aujourd'hui, elle renvoie au fait de ne pas savoir sortir de ces boîtes, notamment sur deux aspects. Le premier qui concerne les questions écologiques dont il a été question jusque-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir, y compris dans le travail, être capable de porter autre chose qu'une volonté de croissance économique, une volonté de compétitivité, mais redonner un sens au travail. Et pour cela, il faudrait que le mouvement syndical tel qu'il est, ou le mouvement ouvrier de manière plus large, soit capable de se lier avec des luttes telles qu'elles existent. On a fait état de la ZAD, etc. Il y en a d'autres. Et le deuxième point, c'est d'être capable aussi de créer des alliances avec les personnes qui luttent dans les quartiers populaires, les personnes racisées, les personnes qui sont en but aux conséquences de la présence coloniale en France et qui continuent encore sous forme d'oppression multiple aujourd'hui, et donc de prendre à bras-le-corps ces questions-là. Donc ma deuxième question, c'est comment aux États-Unis, les mouvements, parce que ça nous a semblé être le cas après l'élection de Trump, se sont posés les questions de sortir de ces boîtes, et est-ce qu'il y a eu des liens justement entre des mouvements syndicaux ou une partie des mouvements syndicaux, des mouvements féministes, des mouvements écologiques et les mouvements type Black Lives Matter, etc. Well, I think you have a lot of the answers, which is great. I would say there's been some progress, but not enough. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses que vous connaissez déjà, et c'est tant mieux. Il y a eu des progrès, mais il n'y en a pas eu suffisamment. Il y a eu des exemples de coordination entre le mouvement Black Lives Matter, le mouvement des Dreamers, qui était celui des jeunes qui ont perdu leur statut d'immigré, le statut DACA, avec l'élection de Trump, entre le mouvement aussi Fight for 15, qui défendait un salaire minimum pour les gens qui travaillent dans les fast-food. But there still is not the kind of multiracial, multi-religious, multi-generational coalition. Mais il n'y a pas eu suffisamment de coalitions véritablement larges, progressistes, antiracistes, etc., qui soient en mesure de gagner. Bernie Sanders n'a pas gagné dans les élections, c'est ce qu'on pouvait vraiment le définir comme un socialiste à l'ancienne. C'est quelqu'un qui a défendu une éducation publique gratuite, un accès gratuit aussi à la santé, l'annulation des dettes des étudiants, le passage au 100% énergie renouvelable, etc. 100% renewable energy was able to do better than any of us ever
imagined. He carried 22 states, he got 13 million votes. Et c'est celui qui s'en est le mieux tiré, qui a fait le meilleur score qu'on ait jamais eu. Il a eu quand même 15 millions de voix, mais il n'a pas gagné. Il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles il n'a pas gagné, sans doute le fait que peut-être il n'y croyait pas d'ailleurs lui-même. Il y a aussi évidemment cette véritable conspiration au sein du Parti démocrate qui est en train d'ailleurs d'être révélée encore tout récemment. On a des informations qui sortent sur la façon dont Clinton, un an avant la primaire, avait déjà tout mis en place pour sortir vainqueur. Mais surtout, malgré toute l'amitié que j'ai pour Bernie Sanders, je pense qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas eu une analyse suffisamment justement cohérente, holistique, globale, intégrée sur le lien profond entre les inégalités économiques, les inégalités de race, le sexisme, etc. et sur la façon dont toutes ces inégalités-là sont liées de façon intégrante depuis les tout débuts, en fait, l'origine du capitalisme. And I think that we have this problem in France. Et je crois qu'on a exactement ce problème aussi en France, et on a tendance à croire aussi que se rassembler signifie effacer toutes nos différences au lieu de reconnaître la réalité de ces différences-là. Il y a ça, et puis aussi l'idée persistante que si on commence par régler la question économique, ensuite par effet de secondaire, ça permettra de régler tout le reste. Et on voit bien que ça ne marche pas, et on n'a pas aujourd'hui de coalition justement suffisamment diverse et suffisamment représentative de ce pays qui est d'une grande diversité. Merci beaucoup, Verven. Alors nous continuons ce cheminement mettant en lien ou tentant de créer des liens entre des causes et des luttes qui participent d'une alternative à Trump et son monde. Et nous accueillons maintenant Maxime Combes. Maxime est économiste et militant à Attac et un des spécialistes du CETA. Ce fameux traité de libre-échange, et je te laisse la parole tout de suite. Merci Jade, bonjour à tous, bonjour Naomi. Au-delà du CETA, le sujet que je vais amener sur la table est sans doute la pire des réponses que pouvait apporter l'Union européenne, et y compris Emmanuel Macron depuis son élection, à l'élection de Donald Trump. Donald Trump a été présenté à juste titre comme étant sans doute le pire climato-sceptique en tant que président. Et Nico a évoqué cette question, mais également comme celui qui voulait refermer les frontières, qui voulait améliorer la vie du travailleur blanc américain et qui allait renégocier les accords de libre-échange selon quelques-unes de ses annonces pendant la campagne électorale. Et face à cela, la réponse des élites européennes a été de dire ben non, nous sommes climate friendly, nous sommes favorables à la lutte contre les dérèglements climatiques et nous sommes favorables à un monde ouvert, à un monde où la globalisation va se poursuivre, où nous n'allons pas renégocier les accords de libre-échange et au contraire, nous allons les étendre. Et à ce titre-là, effectivement, la mise en application provisoire du CETA, l'accord UE-Canada qui a été négocié sous Stephen Harper, sans doute le Premier ministre le plus climato-sceptique qu'il ait jamais eu à l'échelle mondiale quand il était Premier ministre du Canada. Ce CETA qui vient d'entrer en vigueur est finalement un approfondissement de la globalisation économique et financière, alors que les perdants de la mondialisation ont été au cœur de la campagne électorale américaine et sont une des raisons qui expliquent la victoire de Donald Trump. Ces accords de libre-échange sont un des moteurs du réchauffement climatique, alors que l'Union européenne, Emmanuel Macron se prétendent être les fers de lance de la lutte contre les dérèglements climatiques. Et donc du coup, on a là une dichotomie extrêmement forte qui existe entre un droit commercial international qui s'approfondit, qui est contraignant, qui va sanctionner les pays et les gouvernements qui ne respectent pas ces accords, et face à cela, un droit de l'environnement, un droit social qui s'affaiblissent et qui ne sont pas en mesure de s'opposer. Et donc du coup, les deux questions, les deux choses que je voudrais amener sur la table, c'est que tu précises, comme tu le fais dans ton livre, un petit peu en quoi Donald Trump n'est en rien le président des États-Unis qui va améliorer la situation des travailleurs blancs américains, et que loin de renégocier par exemple l'accord de libre-échange nord-américain, il veut l'approfondir et en faire une nouvelle étape dans cette mondialisation. Et la deuxième question, tu reviens dans ton livre sur une période que nous avons connue ensemble et dans laquelle nous étions impliqués, qui était celle du mouvement altermondialiste, de ces grandes batailles contre les accords de libre-échange, contre l'OMC, de Seattle à de nombreux rendez-vous du début des années 2000, et qui était finalement une possibilité pour le mouvement altermondialiste de construire une grande tente, un grand espace de convergence entre des luttes venant de différents bords,
des syndicalistes et des écologistes qui bataillaient sur un même plan et qui a permis de gagner un certain nombre de batailles. Et tu évoquais justement dans ton livre, tu dis que à ce moment-là, nous plaidions pour un monde d'échanges commerciaux qui soit régulé, et où finalement le droit de l'environnement, le droit social prime sur les intérêts du business. La force de la mobilisation contre le CETA, contre le TAFTA en Europe a été de refaire monter cette problématique à l'échelle du débat public. La difficulté est que nous soyons en mesure demain d'imposer cela comme une solution hégémonique et non pas simplement quelque chose que nous porterions à la marge d'un modèle défendu par Emmanuel Macron et les autres. C'est vrai que la raison pour laquelle je reviens dans ce livre en fait, sur cette histoire du mouvement altermondialiste, c'est de rappeler qu'il existe une approche progressiste, une approche internationaliste, une façon en fait, d'affronter toutes ces questions d'inégalité, toutes ces injustices qui sont provoquées par le libre-échange et les multinationales. Of corporate free trade, right? And the reason why figures like Trump and Le Pen and the Brexit campaign are able to take people's mais la raison pour laquelle des gens comme Trump et d'autres leaders peuvent aujourd'hui utiliser la colère des gens, utiliser les conditions de vie qui s'appauvrissent, le pouvoir d'achat qui baisse, etc., et mélanger ça avec une xénophobie particulièrement toxique, c'est parce qu'il y a un vide en face de ça. Et je pense donc qu'on doit être plus fort, en fait. Je pense qu'on n'a pas su justement développer une vision internationaliste, une réponse assez puissante, une réponse qui corresponde vraiment aux besoins des gens, qui soit réellement capable de permettre de sauver la planète, ou en tout cas de permettre à cette planète de continuer à s'épanouir. I think what we need to be doing in this moment of opening, right? And I think Trump is creating an opening. Et aujourd'hui, en fait, Trump, en brisant certaines règles et en remettant en fait ces questions-là sur le devant de la scène, c'est l'opportunité en fait pour nous de nous saisir de ce débat public et de recréer cet espace-là. I agree with Yanis Varoufakis that we are never going to beat the nationalists on the terrain of nationalism, nor should we try. Je suis d'accord avec Yanis Varoufakis sur le fait qu'on ne vaincra jamais les nationalistes en s'engageant sur le terrain nationaliste et qu'on ne devrait pas essayer de faire ça. Je suis d'ailleurs impliquée un petit peu dans le mouvement DM25 qu'il a lancé et qui s'appuie vraiment sur une idée qui me semble extrêmement forte, qui est qu'il faut qu'on réinvente des institutions démocratiques, qu'il faut qu'on réinvente des processus participatifs dans lesquels les gens pourront définir la manière dont ils souhaitent coopérer et la façon dont ça va justement aller dans le sens de l'intérêt collectif. And what the European Union is doing, and what Trudeau is doing in the face of Trump, claiming that it's progressive. Face à ça, on a un Macron ou un Trudeau qui prétendent aujourd'hui incarner justement le progressisme au travers de ce même modèle néolibéral qui justement a créé toutes les conditions du développement de l'extrême droite. I mean, the recklessness of it, just in the face of what we know about how racism takes root in Europe. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, parce que c'est absolument incroyable de voir depuis quelques mois Macron, en fait, le discours qui est tenu après des élections dans lesquelles le Front National a fait un tel score, au lieu de voir ça véritablement comme un avertissement, il voit ça comme l'autorisation d'aller encore plus loin, en fait, dans la libéralisation qui crée justement les conditions de cette folie. Et je pense que vraiment pour faire face à ça, encore une fois, il faut vraiment connecter tous ces combats, le combat contre justement cette libéralisation des échanges, le combat contre le suprémacisme blanc, contre la xénophobie, etc. Parce que tout ça, c'est lié. La bataille contre le CETA peut être encore gagnée. Plus d'infos sur nos sites respectifs, je ne l'avais pas dit, c'est pour ça. Merci Maxime. S'il existe des similitudes entre les États-Unis et la France, c'est aussi dans la question des violences policières. Aux États-Unis, leur ampleur, leur dénonciation, notamment par les médias français, sont très profondes, mais en France, elles existent aussi. Elles sont quotidiennes, régulièrement, en France, de jeunes habitants de quartiers populaires perdent leur vie entre les mains de la police. Des militantes et des militants se battent, construisent des résistances, construisent des communautés, en dehors d'entités, d'autres choses, et
construisent une réponse citoyenne. Cette réponse citoyenne aujourd'hui est incarnée par Siam Asbagh. Siam, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, les violences policières en France sont une réalité brutale qui s'exprime de plusieurs manières. Alors il y a les contrôles d'identité abusifs, le profilage racial. Le CNRS en 2009 a donné des chiffres. Un jeune d'apparence jeune, qui porte des vêtements d'apparence urbaine, a 11 fois plus de chances de se faire contrôler que le reste de la population. Un arabe a 8 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc. Et un noir a 6 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sont évidemment les violences policières, cette brutalité qui s'abat notamment sur les hommes non blancs des quartiers populaires, quotidiennement, lorsqu'ils sont interpellés, lorsqu'ils sont contrôlés et qu'ils osent demander le motif du contrôle d'identité ou protester contre ce qui leur semble être abusif. Et la forme la forme terminale, finalement, ce sont les crimes policiers dont on parle très peu finalement en France, à part quand les révoltes urbaines viennent rappeler la réalité et que les réseaux sociaux et l'antiracisme politique protestent. Les chiffres, c'est très simple, ces 50 dernières années, il y a plus de 400 personnes qui ont été tuées par la police dans des conditions souvent très floues. C'est une personne par mois aujourd'hui qui meurt dans le cadre d'une interpellation policière, alors sous les coups de poing, de taser, de feu des policiers. Et ces affaires sont très souvent suivies d'impunité, puisque très rares sont les policiers qui sont condamnés. Malgré cette réalité brutale, malgré cette réalité systémique, systématique, il y a une vraie difficulté à organiser un large mouvement de fond sur ces questions-là, notamment parce que les organisations syndicales, les mouvements sociaux, environnementaux et politiques, majoritairement blancs, ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation. Et il y a deux raisons principales qui expliquent cette difficulté. La première, c'est une hypocrisie qui existe en France, qui est flagrante sur la question raciale. On a du mal à parler de ces questions-là, on a du mal à poser les mots sur ce qui fâche, on a du mal à regarder en fait la réalité dans la rétine. Un exemple très frappant, un exemple médiatique, quand un homme non blanc meurt en France, c'est un homme qui meurt. On apprend juste que c'est un homme qui meurt. Par contre, les mêmes médias, les mêmes responsables politiques, les mêmes mouvements sociaux traiteront l'information qui vient d'outre-Atlantique différemment. Quand un homme noir, par exemple, en l'occurrence, meurt outre-Atlantique, toute la presse voit les couleurs. C'est comme si leur daltonisme racial, les lunettes qui les empêchent de voir les couleurs en France, finalement leur permettaient de voir les couleurs outre-Atlantique. Il y a une vision à géographie variable. Et en fait, c'est très simple. Quand un homme noir meurt aux États-Unis, on sait que le policier est blanc et on sait que l'homme est noir. Et ça, tout le monde le rappelle en France. Et la deuxième raison qui explique la difficulté à s'organiser en fait collectivement sur ces questions, c'est une forme de conditionnalité qui est imposée lorsqu'il s'agit de faire convergence des luttes. C'est-à-dire que les organisations blanches, les organisations syndicales, politiques, les mouvements sociaux blancs vont imposer une conditionnalité, une subordination pour faire convergence. Alors, il s'agira par exemple de dire qu'il est hors de question de s'allier avec tel ou tel groupe politique qui nous semble trop radical, qu'il est hors de question d'utiliser tel ou tel mot, par exemple l'islamophobie, non, on ne veut pas dire islamophobie, qu'il est hors de question de reconnaître le prisme racial, parce que non, finalement, c'est une question sociale, et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut d'abord lutter contre le capitalisme, et tout se réglera d'un coup. Et évidemment, l'antiracisme politique, les militants des quartiers populaires et de l'immigration, vu les progrès qui ont été faits et vu leur avancée, eux, paradoxalement, se refusent à retirer des mobilisations, des revendications qui leur sont propres et qui leur sont particulièrement fortes. J'arrive à ma question. En fait, cette difficulté à se mobiliser, elle dépasse le cadre des violences policières. Elle se retrouve partout où il y a la question raciale, finalement. Elle se retrouve dans la lutte contre l'islamophobie. Elle se retrouve dans la lutte contre l'état d'apartheid israélien. Elle se retrouve dans les luttes contre le néocolonialisme et, par exemple, contre le franc CFA. En France, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les racistes finalement qui sont criminalisés, ni le système raciste qui est criminalisé, ce sont les antiracistes
qui sont quotidiennement criminalisés, dénigrés, harcelés. Et ça, c'est organisé par des mouvements de l'extrême droite, mais aussi par des mouvements de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de symbiose sur ça quand il s'agit de taper sur l'antiracisme politique et quand il s'agit de taper sur notre combat. Alors ma question, elle est très simple. Elle est même pas pour nous finalement parce que on avance et parce que malgré tout, nous la convergence on l'a fait puisqu'on est multiples. C'est-à-dire que moi je suis une femme des classes populaires, musulmane, héritière des luttes de l'immigration et donc tout ça se compose et je vis avec et je suis obligée de traiter avec tout ça comme beaucoup de mes collègues. La question, je vous la pose pour les mouvements blancs qui, à mon avis, écouteront davantage ce que vous avez à dire. Comment leur faire comprendre, comment leur faire prendre la mesure de la gravité de la situation, leur faire comprendre parce qu'ils sont complètement à l'ouest, au sens propre comme au figuré, sur cette question-là, et que leur aveuglement nous coûte finalement, il nous coûte collectivement. Thank you. And I can't help thinking that there is a relationship between the exclusion that you're describing and a broader crisis of the left. Ce que je vais dire, c'est vraiment extrêmement fondateur. C'est ce lien justement entre l'exclusion et les crises auxquelles on fait face actuellement. C'est qu'il n'y a pas de mouvement aujourd'hui qui peut se prétendre progressiste. Il n'y a pas de mouvement qui puisse prétendre à la transformation sociale et encore moins oser se dire révolutionnaire s'il n'inclut pas les plus exclus, s'il n'inclut pas les plus opprimés dans le système actuel. On ne peut pas se prétendre dans ce cas-là à un mouvement de transformation sociale si on n'inclut pas ceux qui ont la situation la pire actuellement et surtout si on ne les inclut pas comme leaders en fait et si on ne suit pas ces personnes-là. Right, which obviously means people of color, immigrants, refugees, the people who are being treated as refuse. Et ce sont tous les gens qui ne sont pas blancs, ce sont les réfugiés, ce sont en fait tous ces gens justement qui subissent le pire de ce traitement dans le système actuel, dans lequel on extrait et on jette, on extrait les ressources naturelles, on extrait les forces des gens et on s'en débarrasse après comme si leur vie ne comptait pas dans des camps, dans des prisons, etc. Et il faut vraiment, pour changer ce paradigme fondamental d'un système qui traite véritablement les gens et les ressources naturelles comme des déchets sur la base d'une hiérarchie fondée sur la race, fondée sur le genre, etc., pour passer à une culture inclusive, dans laquelle tout le monde aurait sa place et tout le monde serait apprécié pour ce qu'il est, une vision qui n'est pas du tout radicale et qui ne mérite pas en tout cas d'être vue comme trop radicale par des gens qui, eux, se prétendent radicaux et qui ne méritent pas de se dire comme tels. Et en plus, c'est une stratégie, c'est la stratégie, malheureusement, de beaucoup de mouvements, effectivement, de syndicats, etc. Et c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. C'est ce que j'ai dit à Bernie Sanders. You know, what I was saying about Bernie, despite supporting him, right? Que je soutenais, je lui ai dit cette stratégie elle ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Canada, une coalition qui ne s'affronterait pas à cette question du racisme, qui ne suivrait pas justement, qui ne serait pas capable en fait d'inclure les gens qui subissent le plus ces formes d'oppression et surtout en fait de les suivre. Bernie Sanders lui-même aurait dû apprendre en fait à être capable de se mettre dans les traces de ces gens-là. Et il y a une leader autochtone australienne qui s'appelle Maura Johnson, qui a à peine la vingtaine en fait et qui aime bien dire qu'elle est au milieu de sa vie parce que de toute façon l'espérance de vie des autochtones en Australie ne va pas au-delà de la quarantaine. Et c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit il faut que les blancs apprennent à suivre. She was very blunt about it, so I'll just quote her and echo that back. Thank you. Merci beaucoup Siam Asbagh d'être revenu ici. Nous arrivons à la fin de cette discussion. Est-ce que Naomi, tu souhaites encore nous donner un tout petit peu d'énergie et peut-être dire quelques mots en guise de conclusion de cet échange, à la fois autour de ton livre et autour de ces luttes très vivantes aujourd'hui en France, mais évidemment en écho avec ce qui se passe au Canada et aux États-Unis? Well, one thing I would add is that
you know, there are things changing, and where I see them changing most is at the local level. Je voudrais juste ajouter que les choses changent en particulier au niveau local actuellement et on assiste à l'émergence de visions très radicales au niveau municipal, des gens qui viennent de l'activisme social en particulier, qui ont passé leur vie entière en tant qu'activistes dans les mouvements sociaux, qui deviennent aujourd'hui maires. On voit ça dans des villes européennes comme à Barcelone par exemple, mais aussi au sud des États-Unis où on a toute une nouvelle génération de maires afro-américains qui ont passé leur vie dans les mouvements sociaux à combattre l'inégalité économique, à combattre pour une démocratie économique, à combattre contre les violences policières, etc. Et tout ça, c'est un signe d'espoir. This is, I think, a real sign of hope. You know, returning, I think, to the question about what was referred to as a democratic crisis here in France within movements, and I think it is not just in France. Mais je crois vraiment que la crise démocratique qui existe en France, pas que en France évidemment, mais peut-être ici aussi en lien en particulier avec une culture des dirigeants qui seraient des grands hommes. Kill our inner Trump. So we need to look inside of ourselves and see if there's anything a little bit Trumpish, you know. Elle doit nous pousser aussi à nous interroger et à essayer de tuer notre Trump intérieur. C'est ce que j'écris à un moment dans le livre, c'est qu'on doit aussi faire notre propre auto-analyse en fait, et essayer de voir ce qui en nous peut être un petit peu trumpien. Ça peut être une petite addiction à Twitter, ça peut être la tentation de penser qu'un milliardaire comme Richard Branson va pouvoir sauver le monde, ou simplement le désir qu'on peut avoir même quand on est activiste, même quand on est dans un mouvement social, de voir un homme fort peut-être quelque part venir proposer une solution et nous sauver, au lieu de construire à partir de notre propre socle de connaissances, à partir de ce qu'on sait faire, à partir de la base. Et je voudrais redire qu'on a eu ce soir des intervenants absolument formidables sur toutes sortes de sujets. On est aujourd'hui confrontés à des crises qui sont multiples, qui sont interconnectées, qui sont étroitement imbriquées. C'est véritablement un moment assez historique en la matière, et on n'ira nulle part si on joue à quelle est la crise la plus grosse, quelle est la crise la plus importante. En fait, ces crises sont toutes des urgences. Vous pouvez être confronté aux menaces de viol, aux menaces par la police, votre pays peut être confronté à des catastrophes climatiques, etc. Tout ça, ce sont des alarmes, ce sont des signaux d'alarme. Il y a la menace de la guerre nucléaire aussi, dont on n'a pas parlé. Et la question n'est pas de savoir si laquelle de ces crises est la plus importante ou serait prioritaire, c'est vraiment d'avoir une vision véritablement holistique, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est dans un moment historique qui exige ça et qu'il faut qu'on soit à la hauteur. That's where we're at. This is our moment in history, and we have to rise to it. Thank you.